Nous continuons notre cours de géostatistique en parlant maintenant du variogramme. Supposons que l'on souhaite caractériser la variabilité spatiale sur notre image de nuage. On va considérer deux points, z de x et z de x plus h, deux variables aléatoires correspondantes, et on va pouvoir regarder quelle est la corrélation entre ces deux variables séparées par un vecteur h1, une distance h1. Et pour faire ça, on va scanner l'ensemble de l'image en utilisant l'hypothèse intrinsèque, qui est que les propriétés de la fonction aléatoire sont invariantes par translation. Donc on scanne l'image et pour chaque paire de points rencontrés, on va pouvoir afficher sur une nuée de points ou un crossplot la valeur en x et la valeur en x plus h1. Et on va pouvoir répéter ensuite cette opération pour une distance h2 qui sera différente de la distance h1. Et donc, si on répète le scan et qu'on réaffiche la nuée, bien souvent, on va voir un nuage de points qui est plus dispersé. Et donc, souvent, on a cette tendance qui est que la dispersion du nuage de points entre ce qu'on observe à une position et ce qu'on observe à une certaine distance augmente en fonction de la distance. Étudions le cas d'une certaine distance de séparation h. Si l'on affiche les valeurs z au point xi et au point xi plus h, on a une nuée de points. La ligne bleue sur ce diagramme correspond au cas où on a la même valeur aux deux points. On peut, comme pour toute statistique bivariée, calculer la fonction de covariance, donc l'espérance du produit des valeurs moins le produit des espérances des valeurs. Et on peut également voir ça sous forme de somme si on avait à le programmer en Python par exemple. On peut aussi caractériser la nuée de points avec le coefficient de corrélation, donc la covariance des valeurs en x plus h et des valeurs en x, divisé par les écarts-types, le produit des écarts-types de chacune des deux variables. En géostatistique, on va préférer bien souvent calculer le semi-variogramme qui représente le moment d'inertie du nuage de points par rapport à la droite qui représente le cas où l'ensemble des valeurs serait égal. Il s'agit donc de calculer la moyenne des écarts au carré, ou plus exactement la demi-moyenne des écarts au carré, qui représente à la longueur des barres rouges qui projettent les points orthogonalement sur notre fameuse droite d'équation z de xi plus h égale z de xi. On parle, par abus de langage, de variogramme plutôt que de semi-variogramme, même si on divise effectivement par 1 sur 2 n de h. n de h dans cette équation représente le nombre de points considérés, donc le nombre de points rouges sur notre diagramme. Si l'on calcule l'écart quadratique moyen pour plusieurs distances de séparation, h1, h2, h3, h4, on va pouvoir afficher le résultat sous la forme d'un graphe, où en général, on va voir que la dispersion des points autour de la diagonale a tendance à augmenter avec la distance. Une autre manière de voir les choses consiste à regarder pour l'ensemble des échantillons les distances de tous les points pris 2 à 2 et afficher sur un diagramme qui montre en fonction de la distance entre les points h l'écart quadratique ou le demi-écart quadratique entre les valeurs. D'accord ? Et donc on peut faire ça sur l'ensemble des points. Donc on va considérer, si on a n points de données, on va considérer 2 parmi n, donc le coefficient binomial, donc n facteur de n-1, points de données. Et ce nuage de points va pouvoir s'afficher sur le même diagramme que le variogramme. En fin de compte, le variogramme correspond à une version binarisée de ce nuage de points, pour lequel, pour chaque distance, on a calculé la moyenne, et on pourrait également calculer l'écart-type avec un diagramme de type diagramme moustache. Donc le variogramme correspond bien à la moyenne des écarts au carré entre toutes les paires de points prises 2 à 2. Quels sont les paramètres qui permettent de décrire un variogramme empirique? La première grandeur concerne le palier, c'est-à-dire
la variance de la variable étudiée vers laquelle le variogramme empirique va tendre pour des grandes distances de séparation. La distance au-delà de laquelle le variogramme est sensiblement égal au palier, donc à la variance, et la portée du variogramme, ou range en anglais. C'est la distance au-delà de laquelle on va considérer que deux points ne sont pas corrélés. Donc deux points séparés par une distance supérieure à la portée seront considérés comme statistiquement indépendants l'un de l'autre. En revanche, si les deux points sont à une distance qui est inférieure à la portée, ils seront considérés comme corrélés l'un à l'autre, et donc la connaissance de l'un va apporter de l'information pour la prévision de l'autre. Le dernier paramètre avec lequel on peut décrire le variogramme empirique est le comportement à l'origine, et en particulier la possibilité qu'il y ait un effet de pépite. Le variogramme pour une distance de séparation nulle est en général égal à 0. Mais à l'origine, on peut avoir une discontinuité qui va correspondre à ce fameux effet de pépite, d'où le nom qui a été proposé par Matron, qui représente des variations des valeurs pour des distances qui sont inférieures à l'échantillonnage. Donc il y a une part d'interprétation sur cet effet de pépite, mais on peut également le mesurer, on y reviendra dans la séquence suivante. Cet effet de pépite peut aussi correspondre ou agréger des erreurs de mesure qui font que si on répète plusieurs fois la même mesure au même endroit, ou à des positionnements qui ne sont pas exactement identiques, mais on a une erreur sur le positionnement, on ne va pas forcément avoir la même valeur. Donc il s'agit à ce moment-là d'une discontinuité à l'origine. Quand nous avons commencé à parler de la variabilité spatiale, nous avons vu que le variogramme pouvait s'exprimer comme la moitié de la moyenne des écarts au carré entre la variable z de x et z de x plus h pour toutes les positions x possibles sur le domaine. C'est donc la demi-variance de la différence de ces deux variables aléatoires. Nous avons également vu que la covariance pouvait s'exprimer comme une fonction, et donc c'est l'espérance de z de x moins m, en supposant que la fonction aléatoire soit stationnaire et de moyenne constante, et z de x plus h moins m. Si l'on dérive les deux équations et qu'on les identifie, on tombe sur l'identité qui est écrite en dessous, qui nous dit que la fonction de variogramme est égale à la covariance en zéro, c'est-à-dire la variance, moins la fonction de covariance. Cette identifiée est très importante parce qu'elle nous servira quand on va avoir à résoudre des problèmes d'estimation spatiale pour passer du modèle de variogramme au modèle de covariance qui est utilisé dans le criblage. Alors, en deux dimensions, on peut calculer des variogrammes omnidirectionnels, c'est-à-dire qui ne dépendent que de la distance. Pour l'instant, j'ai parlé essentiellement de distance en disant qu'on s'intéressait à ce qui se passait lorsque le vecteur h augmentait, lorsque la distance h augmentait. Et donc, si on calcule le variogramme sur notre photo de nuage, voici le résultat. Donc, on a centré et réduit la variable, donc l'intensité lumineuse, avant de faire le calcul. Le palier théorique devrait être 1, et on voit qu'on a une augmentation de la variabilité spatiale avec la distance de séparation, et qu'on finit par dépasser légèrement ce palier théorique. On peut aussi calculer des variogrammes suivant des directions, par exemple dans la direction nord-sud. Donc pour rappel, ce variogramme est calculé en scannant l'ensemble de l'image avec un vecteur de séparation qui est aligné sur le vecteur 0, 1. D'accord ? Et donc, pour chaque distance possible, on obtient un point sur la courbe en bas à gauche. On peut scanner avec un angle de 45 degrés, avec un angle de 90 degrés, donc horizontalement, ou avec un angle de 135 degrés, ou avec n'importe quel autre angle. Et donc ce qu'on voit avec ce type de mesure de variogramme dans des directions données est que la variabilité spatiale varie en fonction de la direction, et donc on a une variabilité spatiale qui est anisotrope et qui va nous permettre de caractériser l'anisotropie du milieu.
On peut aller plus loin en calculant ce qu'on appelle une carte variographique, qui est un petit peu comme une surface de réponse où le centre de la carte correspond à un vecteur de séparation entre les deux points qui est nul, et n'importe quel vecteur entre n'importe quel pixel de la carte et le centre de la carte correspond au vecteur h. Et donc la valeur en couleur va correspondre à la valeur du variogramme pour le vecteur de séparation h. Si on trace une coupe horizontale sur cette carte variographique, on obtient un point par pixel correspondant aux différentes valeurs de h, et donc on retrouve notre variogramme dans la direction azimutale de 90 degrés, donc est-ouest ici. Cela nous permet d'obtenir, d'avoir une vision différente de l'anisotropie pour un ensemble de paires de points, ce qui est possible quand on a énormément de données, mais qui n'est pas toujours possible quand on a des données éparses, car il existe des distances pour lesquelles on n'a pas d'observation. Dans quel cadre va-t-on pouvoir calculer un variogramme? La première question qui se pose est celle de la représentativité des points. Même dans le cas où on a un grand nombre d'échantillons, comme ici chaque pixel de cette image, dès qu'on dépasse la moitié de la taille du domaine, on perd des informations. Si je bascule mon variogramme ici à droite à 90 degrés, de manière à pouvoir regarder ce qui se passe donc dans la direction verticale, ou nord-sud, ici, sur cette image, si je regarde la valeur du variogramme pour une distance de 500 mètres, donc, qui correspond à la flèche sur la droite, je me rends compte qu'en balayant l'ensemble de l'image, j'ignore tout un ensemble de valeurs de pixels situées au centre de l'image, parce que j'ai aucun point situé à 500 mètres de ces points surlignés en rouge. Donc j'ai perdu en représentativité sur l'image, et donc j'ai potentiellement un biais. Je me limite à des valeurs qui sont des valeurs situées complètement en haut ou en bas de l'image. Et on le voit très bien sur le variogramme expérimental, où on voit que les valeurs du variogramme diminuent parce qu'on a un problème de représentativité pour des grandes distances de séparation. Deuxième problème possible, ou deuxième cadre dans lequel le variogramme va pouvoir être appliqué, on va supposer implicitement qu'on n'a pas de tendance et que donc on se situe dans un domaine stationnaire. Alors cette notion de stationnarité, elle est importante, et elle peut être de deux types en général. Le premier, c'est la stationnarité d'ordre 1, si l'on suppose que la moyenne de la variable aléatoire à la position x est constante sur l'ensemble du domaine. On parlera à ce moment-là de stationnarité d'ordre 1, et on parlera de stationnarité d'ordre 2 si c'est la variance de la fonction aléatoire de la variable aléatoire à la position x qui est constante. Donc si on prend en une dimension une variable z de x qui ne dépend que d'une coordonnée d'espace petit x, donc cette fois-ci on n'a qu'une seule coordonnée, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en gras. Donc si notre variable aléatoire prend le profil de la courbe qui est affichée ici, on a à peu près une valeur moyenne qui est bien constante. Donc ici on est bien stationnaire d'ordre 1, on peut prendre cette décision, et on voit que l'écart type semble lui aussi à peu près constant, et donc on est bien dans le cadre d'une fonction aléatoire qui est stationnaire d'ordre 1 et d'ordre 2. Pour calculer le variogramme, on a simplement besoin d'une hypothèse de stationnarité d'ordre 2. On n'est pas obligé de faire une hypothèse de stationnarité d'ordre 1 parce que la moyenne n'intervient pas dans le calcul. On ne calcule des écarts que entre les incréments séparés par la distance de séparation. Si on a une fonction aléatoire qui varie comme la courbe violette ici, on pourra donc calculer un variogramme expérimental, car en effet, même si la moyenne varie dans l'espace, la variance, elle, semble, ou l'écart type autour de cette moyenne, semble à peu près stationnaire, on n'a pas de grosse tendance, et donc on pourra essayer de calculer un variogramme à partir de ces valeurs. Alors évidemment, plus les valeurs vont être grandes, plus le fait que la moyenne varie va avoir un impact sur les points, et ça pourra se traduire par l'absence de palier
sur notre variogramme expérimental. En pratique, bien souvent, on travaille sur une hypothèse de stationnarité ou une décision de stationnarité qui sera faite localement dans un voisinage et éventuellement dans une région donnée. On parlera alors de quasi-stationnarité. D'un point de vue pratique, pour calculer un variogramme empirique ou expérimental, la première question à se poser sera donc de savoir si on est effectivement dans un cadre stationnaire. Alors c'est pas facile à vérifier, et le calcul de variogramme peut justement nous permettre de regarder s'il y a un palier et si donc cette hypothèse de stationnarité est raisonnable. On va pouvoir aussi bien souvent travailler sur une variable qui sera un petit peu transformée avant de faire le calcul. On y reviendra, mais on peut transformer une variable aléatoire en une variable gaussienne centrée réduite, ce qui nous permet non seulement de régulariser la distribution des valeurs, mais en plus de connaître la valeur théorique du palier, dans ce cas-là qui doit être égale à 1. Ensuite, d'un point de vue pratique, un problème sur lequel on reviendra en TD concerne le manque de données. Donc bien souvent, on ne calcule pas des variogrammes sur des images, mais sur des échantillons qui sont peu nombreux. Et donc, en général, ça peut être pratique de commencer par calculer un variogramme omnidirectionnel dans toutes les directions, qui ne va dépendre que de la distance et pas de la direction, de manière à essayer d'identifier des structures spatiales. Et si ce variogramme omnidirectionnel nous donne des résultats d'assez bonne qualité, on pourra éventuellement chercher des anisotropies et donc calculer des variogrammes directionnels qui vont s'appuyer sur moins de points, mais qui vont permettre de voir éventuellement des variations en fonction de la direction. Considérons le cas où l'on souhaite calculer un variogramme en une dimension, par exemple sur les points bleus qui s'affichent en haut à droite de votre écran. Comme ces points ne sont pas disposés de manière homogène dans l'espace et de manière régulière dans l'espace, nous allons rajouter une tolérance de manière à avoir suffisamment de paires de points séparés par une certaine distance. Donc pour cela, c'est comme si virtuellement, on prenait une grille de taille constante, de taille unitaire, qu'on va appeler donc le unit lag, et qu'on considère que deux points qui tombent dans la même case de la grille sont situés à la même position. Donc on effectue une approximation géométrique de manière à augmenter le nombre de paires de points séparés par une certaine distance. Ça revient à considérer que deux points x1 et x2 sont séparés par une distance h plus ou moins la moitié de la taille des pixels de cette grille ou la moitié de ce pas unitaire. En deux dimensions, le même problème se pose si l'on considère les deux points bleus qui sont ici et la distance, le vecteur h indiqué par la flèche noire. On va ajouter des tolérances, donc à la fois une tolérance longitudinale comme en une dimension dans la direction du vecteur, mais aussi une tolérance latérale qui est matérialisée par la bande verte et une tolérance angulaire qui est la déviation autour de la direction h que l'on va autoriser. Lorsque j'ai calculé le variogramme empirique ou expérimental sur l'ensemble de l'image, sur l'image de référence du nuage, j'ai utilisé une distance unitaire de 5 mètres, ce qui signifie que la distance entre deux points bleus sur les variogrammes expérimentaux est égale à 5 mètres, une tolérance de 2 degrés par rapport à la direction considérée, donc 0 degré plus ou moins 2 degrés d'orientation pour l'azimut 0, et une tolérance latérale, donc bandwidth, de 3 mètres, donc 3 pixels seulement. En effet, on peut utiliser des paramètres de tolérance très faibles, car notre image est exhaustive, les pixels font une taille 1 mètre sur l'image, et donc on a suffisamment de points pour calculer des variogrammes qui soient suffisamment fiables. Le nombre en grisé qui s'affiche en haut à droite de chaque diagramme est le nombre total de paires de points correspondant à chaque point bleu. Donc pour chaque abscisse, pour chaque point bleu, on a calculé une moyenne sur un nombre n de h, et vous avez l'histogramme de n de h qui s'affiche en bas sous la forme des barres d'histogramme légèrement grisées.
Le fait que cet histogramme soit un peu irrégulier traduit justement l'effet de ces tolérances sur le nombre de points. Lorsqu'on calcule le variogramme sur les échantillons, cette fois-ci, toujours sur le même domaine, vous voyez que le nombre de points, si l'on garde les mêmes paramètres de calcul, devient extrêmement faible. Par exemple, en 45 degrés, on n'a qu'un seul point, que 2 points séparés par une distance d'environ 70 mètres. Et donc, on n'a pas trouvé d'autres paires de points séparés d'exactement 45 degrés avec les paramètres de tolérance considérés. Il est clair qu'on ne peut rien faire avec un variogramme qui ressemble à ça, et donc on peut augmenter les tolérances, donc chercher pour des distances unitaires plus grandes. On aura donc des points beaucoup moins denses le long de l'axe des abscisses du variogramme. Mettre une tolérance à 90 degrés, une tolérance angulaire à 90 degrés, ce qui revient à calculer un variogramme omnidirectionnel, et on obtient le résultat suivant. Donc vous voyez qu'il est beaucoup moins régulier que celui de l'image de référence, mais on voit quand même une tendance à l'augmentation de la variabilité avec la distance. Et donc on peut jouer avec ces paramètres pour essayer ensuite de comprendre ce qui se passe en termes de variabilité. Si l'on calcule les variogrammes directionnels cette fois-ci, donc on garde une distance unitaire de 25 mètres, les points de toute façon sont trop éloignés pour descendre en dessous de cette distance, on met cette fois-ci une tolérance angulaire de 22,5 degrés sur le domaine, donc ça correspond à 45 sur 2, d'accord? Donc on essaye de couvrir l'ensemble de l'espace, et j'ai mis une tolérance latérale de 100 mètres ou de 100 pixels, ce qui est relativement grand, et on voit qu'on arrive quand même à caractériser une certaine anisotropie entre la direction 0 degré et la direction 90 degrés. On semble avoir une montée, une augmentation de la variabilité plus faible dans la direction 90 degrés, est-ouest, que dans la direction 0 degré. Donc vous voyez que même avec les erreurs issues du calcul sur un faible nombre de points, on arrive quand même à caractériser une certaine anisotropie. Bien sûr, pour s'en convaincre, on peut jouer sur ces paramètres de tolérance de calcul, par exemple augmenter la distance unitaire de 50 mètres, donc calculer uniquement un point tous les 50 mètres, et on voit encore la tendance qui se confirme d'une variabilité plus faible dans la direction horizontale est-ouest que dans la direction verticale nord-sud. Pour terminer cette séquence, nous avons vu que le variogramme mesure la variabilité spatiale dans un domaine et qu'il mesure en particulier le fait que deux points très proches l'un de l'autre sont en général bien mieux corrélés que deux points éloignés. Quand la distance entre les points atteint la portée du variogramme, la corrélation devient nulle et la valeur du variogramme devient égale à la variance. En d'autres termes, l'écart entre deux points situés au-delà de la portée et l'écart correspondant à l'écart type. Il n'y a plus de corrélation statistique. Le variogramme peut se mesurer soit uniquement en fonction de la distance, on parle alors de variogramme omnidirectionnel, ou de la distance dans une certaine direction, donc suivant un certain vecteur, et on parle alors de variogramme directionnel. Comme il s'agit d'une statistique discrète, comme un histogramme par exemple, on peut calculer le variogramme empirique, mais cela implique de calculer une tolérance spatiale de la même manière que pour un histogramme, on a une tolérance sur les valeurs qui correspondent à la borne minimum et maximum de la barre d'histogramme. On a aussi des tolérances spatiales sur les points du variogramme qui correspondent chacun à une moyenne des écarts au carré.